Le CBD, qu'est-ce que c'est? Donc le CBD, la molécule en tant que telle, est légale en France. Et après, chaque typologie de produit a sa particularité. L'objectif de l'utilisation du CBD, c'est bien de trouver la dose minimale qui va apporter la réponse à votre problématique. C'est un souci pour les gens qui sont malades et qui cherchent en tout cas aller mieux, d'avoir des produits qui sont potentiellement dangereux avec des pesticides et des métaux lourds. On peut avoir des interactions médicamenteuses importantes. Le CBD étant une molécule, le CBD n'est pas dépisté dans les tests routiers et ne vous fera jamais échouer un test salivaire ou sanguin. Bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je m'appelle Charlotte Ladiega, je suis docteure en pharmacie et je me suis spécialisée dans les questionnements autour du cannabis à usage médical au cours d'une thèse et de diverses formations et actuellement je me forme à la micronutrition, à l'alimentation et à la prévention en santé. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurélien et je suis le fondateur d'un média spécialisé sur le cannabis qui s'appelle Newsweed. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de CBD à usage pharmaceutique, en tout cas en santé. Et moi, j'aborderai le complément qui est le paysage plutôt réglementaire des produits à base de CBD en France et les perspectives d'évolution de ce marché en France et à l'international. Donc on va commencer en parlant du CBD. Donc le CBD, qu'est-ce que c'est? Le CBD, c'est du cannabidiol. Donc on est sur une molécule, un cannabinoïde qui est présent dans la plante de cannabis. Et donc c'est une molécule qui a des propriétés pharmacologiques diverses et variées, extrêmement intéressantes, qu'on va aborder juste après dans notre petite présentation. Alors un point essentiel à soulever et on va insister sur les termes, notamment la différence entre le terme psychoactif et le terme psychotrope. On a tendance à employer les deux termes un petit peu sans savoir quelles sont les différences entre ces deux termes. Alors je tiens à dire que le CBD, contrairement à son homologue extrêmement connu qui est le THC, est une molécule qui n'est pas psychotrope. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir d'effets euphorisants, d'effets de high qu'on peut retrouver avec la molécule de THC. Mais le CBD est une molécule qui est psychoactive. Alors la psychoactivité, ce n'est pas du tout un terme barbare et un terme négatif, bien au contraire. La psychoactivité, ça veut simplement dire que la molécule de CBD, elle va agir au niveau du système nerveux central. Donc elle va avoir une action, c'est pour ça qu'on l'utilise en thérapeutique actuellement dans l'épilepsie par exemple, dans la sclérose en plaques, mais des molécules psychoactives, il y en a plein dans notre alimentation. Le chocolat est une molécule psychoactive, le café est une molécule psychoactive. Donc quand on dit que le CBD est une molécule psychoactive, ce n'est absolument pas négatif. Alors, le CBD, comment ça fonctionne au niveau de notre organisme? Eh bien, le CBD est une molécule qui va agir, comme les autres cannabinoïdes, donc les molécules présentes dans la plante de cannabis, sur ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. Ce système endocannabinoïde, c'est un système qui est extrêmement intéressant, très vaste, très riche, qui va commencer à se développer très tôt dans le stade embryonnaire, donc qui va accompagner la vie d'un humain toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et ce système endocannabinoïde, il est extrêmement intéressant parce que son rôle, eh bien, c'est de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Et qu'est-ce que c'est que l'homéostasie? C'est le maintien de notre équilibre interne. Donc, pour faire un petit schéma très visuel, vous imaginez une voiture qui a un frein et un accélérateur. Mais en fait, le système endocannabinoïde, c'est un petit peu ça. Pendant toute la durée de la vie de quelqu'un, il va avoir tendance à appuyer sur le frein quand ça va trop vite, à appuyer sur l'accélérateur quand ça va pas assez vite, et il va maintenir une allure constante de manière à ce qu'on reste toujours dans un état à peu près équilibré. Alors évidemment, parfois, ce système endocannabinoïde, il est surchargé, mais dans l'idée, on va essayer de trouver un équilibre interne. Donc ce système endocannabinoïde, il est composé de récepteurs, les récepteurs cannabinoïdes, donc il y en a plein qui existent, notamment les récepteurs CB1, les récepteurs CB2
et d'autres types de récepteurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il est composé des molécules endocannabinoïdes parce que oui, nous sommes en mesure et nous produisons ce qu'on appelle des endocannabinoïdes, c'est-à-dire des molécules cannabinoïdes que nous allons produire nous-mêmes et dont les cannabinoïdes extérieurs, comme le CBD, vont mimer les effets quand on va les ingérer. Et ce système endocannabinoïde, il contient également tous les systèmes de production de ces endocannabinoïdes, les systèmes de transport et également les systèmes de dégradation. Et ce système, vu qu'il est omniprésent dans notre organisme, vous vous doutez bien de la quantité de possibilités d'utilisation des molécules cannabinoïdes sur notre corps et notamment les possibilités thérapeutiques qui peuvent en découler parce que ce système endocannabinoïde, on va le retrouver aussi bien au niveau du système nerveux central, donc on va avoir un impact au niveau des maladies qui vont toucher le système nerveux, mais on va également avoir ce système endocannabinoïde au sein des cellules immunitaires, donc sur tout le trajet immunitaire. Donc on comprend aussi l'intérêt parfois d'utiliser le CBD à des fins immunitaires. Donc après, évidemment, il y a plein d'études qu'il va falloir bien comprendre, bien analyser pour ça. Et ce système endocannabinoïde, il est également présent au niveau de divers organes, notamment au niveau du système cardiaque, au niveau des reins, au niveau de la peau. Donc ce système, il est omniprésent. Et ça laisse présager les propriétés que peut avoir le CBD et aussi d'autres molécules cannabinoïdes sur ce système. Donc, on vient de voir comment fonctionnait à peu près le CBD. On va maintenant s'intéresser à ses propriétés pharmacologiques. Donc, on va essayer de dresser un tableau un peu général de comment peut fonctionner le CBD. Alors, le CBD, il a des propriétés, dans un premier temps, anti-inflammatoires, des propriétés antioxydantes qui sont très intéressantes, notamment dans un point de vue de neuroprotection. Donc pour les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, on va avoir une inflammation neuronale qui va générer la destruction de certains neurones dopaminergiques. Eh bien, le CBD, on s'est rendu compte que grâce à son action antioxydante, pouvait limiter cette neurodégénérescence. Mais vu qu'il a également des activités anti-inflammatoires, il est utilisé dans des pathologies de la peau, notamment des pathologies type dermite séboréique, du psoriasis, de l'eczéma, et notamment à l'hôpital Necker, au niveau du pôle pédiatrique, on a l'utilisation de crèmes, d'huile, de CBD pour traiter des problématiques de peau qu'on n'arrive pas à traiter avec d'autres médicaments, comme par exemple les corticoïdes. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et à retenir, c'est le côté anti-inflammatoire et antioxydant du CBD. Mais le CBD, il a également d'autres propriétés qui vont être des propriétés antiprolifératives. Il a des propriétés antalgiques, analgésiques, donc pour des personnes qui vont avoir des douleurs, notamment des douleurs neuropathiques. Il a également des propriétés anxiolytiques, des propriétés antidépressives, parce que le CBD a la capacité de recapter, en tout cas de limiter la dégradation de ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur, pardon, ce n'est pas une hormone, c'est le neurotransmetteur qui va être impliqué dans la dépression. Donc le CBD a la capacité de limiter sa dégradation. Donc automatiquement, on va avoir des propriétés antidépressives qui y sont associées. Idem des propriétés anxiolytiques qui vont être intéressantes pour des personnes qui vont avoir des problèmes d'anxiété. On a également une gestion de du trouble du sommeil, notamment pour les personnes qui ont des problématiques d'anxiété qui les empêchent de dormir correctement. Le CBD peut également avoir des propriétés de diminution de la pression artérielle, notamment la pression intraoculaire, donc, qui peut être utilisée donc, à des fins très précises dans des problématiques oculaires comme par exemple les glaucomes. Et on va retrouver également je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, des propriétés antiprolifératives. Donc vraiment, quand on commence à dresser un tableau des propriétés pharmacologiques du CBD, on se rend compte qu'elles sont extrêmement nombreuses. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le CBD, c'est une molécule qui est hydrophobe. Et c'est une molécule qui est un peu instable. Donc hydrophobe, ça veut dire quoi? C'est que le CBD est une molécule qui n'aime pas l'eau. Elle aime le gras. Donc ça, ce sera intéressant. C'est intéressant de l'évoquer parce qu'il va y avoir un impact, notamment sur les différentes formes de CBD qu'on va pouvoir consommer, qu'on va pouvoir utiliser.
Ces différentes formes, Aurélien les développera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on va dresser un tableau assez global. On peut les retrouver sous forme d'huile sublinguale, donc des huiles de CBD. On peut les retrouver sous forme de gélules, de capsules. On peut les retrouver sous forme de patch, sous forme de crème, sous forme également de suppositoires. Alors, on ne les retrouve pas forcément en France. Sous forme, par exemple, de spray oro-muqueux. Et on a déjà des médicaments qui sont développés à ces fins-là, par exemple notamment le Sativex. Et actuellement, on a ce qu'on appelle une expérimentation thérapeutique qui est menée en France depuis mars 2021, qui vise en fait à évaluer en France le circuit de mise à disposition du cannabis à usage médical. Donc là, on ne parle plus uniquement du CBD, mais on parle également du THC, donc la molécule psychotrope. Et on a développé des médicaments qui sont actuellement délivrés par certains hôpitaux et prescrits par certains médecins, délivrés par les pharmacies françaises et notamment des pharmacies hospitalières. Et cette expérimentation-là, on va vraiment parler de médicaments. Et ces médicaments vont être utilisés dans des pathologies très précises, notamment 5 pathologies. J'espère que je ne vais pas en oublier une. Mais on va retrouver l'épilepsie pharmacorésistante, donc c'est-à-dire une épilepsie qui ne répond pas aux traitements antiépileptiques actuellement disponibles sur le marché. On va également avoir le traitement des effets secondaires en soins anticancéreux. Donc on sait souvent que les chimiothérapies sont pourvoyeuses de nombreux effets indésirables, notamment des nausées, des vomissements, une perte d'appétit. Donc le THC et le CBD également ont des propriétés à ce niveau-là anti-nauséeuses, anti-vomitifs. On va également utiliser le cannabis à usage médical dans des pathologies, dans des situations palliatives, et également dans les douleurs neuropathiques périphériques réfractaires comme la sclérose en plaques. Et je crois que j'en ai oublié une qui ne me revient pas à l'instant. L'épilepsie, la douleur neuropathique périphérique, les cancers, la sclérose en plaques, et je crois que c'est sûr qu'il y en a une 5e que j'ai oubliée qui me reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces pathologies-là sont à l'heure actuelle, pour ces pathologies-là, on a vraiment des études qui ont été faites qui reconnaissent exactement l'intérêt médical de l'utilisation du cannabis. C'est pour ça qu'on a vraiment un circuit de mise à distribution en France qui est en train d'être développé et qui va progressivement s'exporter. Alors, on vient de voir que des médicaments existent, que des produits existent, mais l'intérêt de cette utilisation, c'est aussi sa sécurité et sa sécurisation. Et donc là, on va aborder plusieurs points qui sont rarement abordés auprès des consommateurs de CBD, notamment du CBD bien-être, qui vont être les effets secondaires de l'utilisation de ces produits. Là, je ne vous parle pas forcément des médicaments, parce qu'on va parler de produits que vous pouvez acheter en vente libre qui sont à base de CBD, et on va se focaliser sur la molécule de CBD. Les effets secondaires, les précautions d'emploi et également les interactions médicamenteuses, parce que la molécule de CBD est une molécule qui va quand même avoir énormément d'interactions médicamenteuses, et il faut le savoir avant de commencer à en consommer, d'avoir conscience de ce qui peut se passer si vous êtes déjà sous certains traitements. Alors, le CBD, l'intérêt premier, c'est qu'il a quand même extrêmement peu d'effets indésirables au niveau de la consommation, et une surconsommation de CBD ne va pas entraîner d'overdose. Il est impossible de faire une overdose de CBD. Trop de consommation n'entraîne en aucune façon la mort. Vous pouvez par contre consommer à outrance du paracétamol, donc du Doliprane, et vous pouvez décéder d'une surconsommation de paracétamol. Il n'y a pas de dose référencée d'overdose avec le CBD. Alors, une surconsommation peut néanmoins, et quand je parle de surconsommation, c'est vraiment des consommations très élevées de CBD, on peut se retrouver avec des troubles digestifs, notamment de la nausée, des vomissements, etc., une somnolence un petit peu importante, mais à l'arrêt de la consommation du produit, on ne va pas, on va retrouver, on va dire, un statut normal. On n'aura pas de répercussions sur du long terme. Ça, c'était pour les effets secondaires majoritaires.
Au niveau des précautions d'emploi, il y a quelques pathologies qu'il faut un petit peu éviter quand on consomme du CBD, enfin d'éviter de consommer du CBD quand on a ces pathologies plutôt. Ça va être les insuffisances hépatiques, les insuffisances rénales parce que l'élimination du CBD se fait principalement par ces voies, notamment au niveau hépatique. Donc évidemment, on va éviter d'en prendre dans ces pathologies pour éviter une surconcentration du CBD au niveau sanguin. On va éviter aussi de le prendre quand on a une insuffisance cardiaque et des problèmes d'arythmie. Et principalement, on est focalisé sur ces problématiques de santé-là. Vient ensuite les interactions médicamenteuses avec le CBD, et on va dire que c'est le nerf de la guerre, puisque le CBD en fait est une molécule qui va agir sur ce qu'on appelle des enzymes. Et les enzymes, c'est quoi? Ce sont des molécules qui vont permettre de faire des réactions chimiques dans le corps et qui vont notamment, quand on prend certains médicaments, interagir sur leur action. Certains médicaments que vous prenez, vous les prenez sous des formes qui ne sont pas actives. Ils vont s'activer dans votre corps grâce à des enzymes ou parfois ils vont s'inactiver avec d'autres enzymes pour éviter des surconcentrations sanguines. Et le CBD, puisqu'il agit avec certaines enzymes et notamment il les inhibe, c'est-à-dire qu'il diminue leur efficacité, on peut avoir des interactions médicamenteuses importantes. Je vais vous en dresser quelques-unes pour notamment des médicaments qu'on connaît assez bien et pour que vous puissiez faire attention si vous êtes amené à consommer du CBD et que vous avez déjà ces médicaments-là en place dans votre traitement actuel, eh bien, vous en référez à votre médecin ou à votre pharmacien pour éviter des interactions. Donc le CBD, c'est un inhibiteur de cytochrome 3A4 et 2D6, donc ce sont des noms un peu barbares, mais c'est principalement ces cytochromes, ces enzymes qui vont être impliqués dans les interactions médicamenteuses. On va le retrouver notamment dans certains antibiotiques, les macrolides. Donc, vu qu'il agit en inhibant ces enzymes, la conséquence va être l'augmentation du taux de tous les médicaments dont je vais vous parler, et ce qui peut être problématique. Donc avec certains antibiotiques, notamment les macrolides, on peut avoir une augmentation donc, de leur concentration. On peut l'avoir également avec la prise d'anxiolytiques, donc notamment les benzodiazépines, l'alprazolam, connu sous le nom de Xanax, mais également d'autres types de benzodiazépines. On l'a également avec certains antihistaminiques, donc en ce moment, et puis avec la période de printemps, on en prend beaucoup pour éviter d'avoir le nez qui coule, les yeux qui piquent, etc. Donc la prise de CBD à ce moment-là peut aussi augmenter les taux d'antihistaminiques. On a également une autre molécule qui est le sildenafil, connu par certains hommes sous le nom de Viagra. Donc cette molécule-là, quand vous la prenez avec du CBD, en fait, vous pouvez avoir une augmentation des taux de sildenafil qui est très importante. Et ça, malheureusement, c'est pas top, puisque une augmentation des taux de sildenafil, elle peut entraîner des infarctus du myocarde ou un priapisme, pour ceux qui connaissent, j'espère pas pour vous, qui est donc une augmentation, un maintien d'érection qui fait qu'on peut avoir des répercussions très importantes et perdre sa verge. Donc on fait attention, si on prend du Viagra, de ne pas prendre du CBD en même temps. Également, on va retrouver certains antiépileptiques comme le clobazam, donc qui vont augmenter les taux d'antiépileptiques, la warfarine qui est un anticoagulant, donc on va avoir une augmentation de l'INR, qui est problématique surtout pour les personnes qui donc, sont sous anticoagulants. Et une variation de l'INR peut être très importante au niveau de la santé. Et une molécule qu'on reconnaît aussi très bien, puisque beaucoup de personnes dans la population sont sous statines. Donc les statines, ce sont des médicaments pour lutter contre le cholestérol. Et on peut avoir des augmentations des taux de statine. Alors pas avec toutes les statines, par contre, c'est surtout avec l'atorvastatine et la simvastatine. Donc si vous prenez ce genre de médicaments, faites attention, le CBD peut augmenter les taux de ces médicaments-là. L'atorvastatine et la simvastatine. Et certains antidépresseurs également qui peuvent voir leur taux augmenter, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les antidépresseurs tricycliques. Donc ça, après, à voir avec votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes amené à prendre des antidépresseurs, si ils font partie de cette catégorie-là. Donc là, on vient de dresser un tableau assez général des interactions médicamenteuses qu'on peut retrouver avec le CBD. Donc elles ne sont pas anodines, elles sont quand même assez nombreuses.
Bon, quand vous n'avez pas de traitement particulier, vous pouvez consommer du CBD, et quand vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même faire attention. Petit détail également sur ce qui est de la grossesse et de l'allaitement. Le CBD étant une molécule hydrophobe, elle aime le gras. Si la mère est allaitante, on va avoir un passage automatique du CBD dans le lait maternel. Alors, vu qu'il n'y a pas forcément énormément de recul sur la question, la précaution d'emploi, d'usage, est évidemment de ne pas en consommer lors de la grossesse et de l'allaitement, hein. Voilà, donc on vient de faire un bon petit tableau sur les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les précautions d'utilisation. Petit point, juste avant de passer la parole à Aurélien, au niveau du dosage du CBD, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un dosage qui se veut empirique, c'est-à-dire qui va être basé sur l'expérience, sur l'expérimentation. L'objectif de l'utilisation du CBD, c'est bien de trouver la dose minimale qui va apporter la réponse à votre problématique. Donc on va vraiment doser le CBD de manière progressive, relativement en prenant en considération votre poids, hein, parce qu'évidemment quelqu'un qui fait 30 kg n'aura pas besoin de la même dose que quelqu'un qui en fait 100, quelqu'un qui va avoir une masse graisseuse plus importante que quelqu'un qui va avoir une masse sèche, c'est pareil, puisque les cannabinoïdes vont venir se stocker dans le gras vu qu'ils aiment ça. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va augmenter progressivement les doses jusqu'à obtenir l'effet escompté. On va prendre en considération le poids du patient et on va prendre en considération également sa globalité, parce qu'à une dose équivalente pour une même pathologie, on ne va pas avoir les mêmes effets chez les patients en fait, puisqu'on a tous un système endocannabinoïde différent, on a tous des problématiques de santé différentes, donc vraiment ne pas forcément, si on a un ami qui prend du CBD pour une telle pathologie, un tel dosage, il faut faire attention, s'en référer à son professionnel de santé, à son médecin, son pharmacien, ou à quelqu'un qui est vraiment très au courant des problématiques de CBD, parce qu'il y a des personnes qui vendent du CBD qui sont très très bien formées autour de ça, donc ne pas hésiter à se référer à des gens qui sont compétents dans ce domaine pour vraiment vous aiguiller au mieux dans votre santé. Je passe la parole à Aurélien. Merci Charlotte, bravo. Alors, ce que vous avez dit Charlotte, c'est très intéressant parce qu'en fait, toutes les propriétés pharmaceutiques du CBD, c'est ce qui a permis l'arrivée d'un marché bien-être. Et d'aujourd'hui, toutes les boutiques et tous les produits qu'on a en France et à l'international. Petit flashback, l'arrivée de l'utilisation médicale du CBD, alors qu'il avait déjà été étudié dans les années 60, puis qui avait été passé de mode, sans vraiment de répercussions, alors que les études étaient déjà, notamment sur l'épilepsie pour l'enfant, étaient déjà très positives. Et il y a une famille aux États-Unis qui s'est rendu compte, avec sa petite fille épileptique résistante aux médicaments, qu'une certaine huile de chanvre, du coup, chargée en cannabinoïdes, en CBD, et avec un peu de THC aussi à l'intérieur, mais surtout du CBD, en fait, faisait disparaître ces crises d'épilepsie. Et c'était au Colorado, et c'était Charlotte Figi, et ça a déclenché en fait un vrai green rush des parents qui avaient des enfants épileptiques, qui n'avaient pas de solution avec les médicaments, et qui sont tous allés au Colorado pour donner des huiles de cannabis à leurs enfants, et alors ne pas guérir l'épilepsie, mais réduire drastiquement le nombre de crises de 400 par jour à 1 par semaine, voire par mois. Et en gros, ce marché-là donc, a été permis et facilité par le passage d'une loi aux États-Unis, qui s'appelle la Farm Bill, qui a déclenché toute l'arrivée du chanvre, qui a légalisé le chanvre en fait, au niveau fédéral. Donc ça, c'est en 2018. En France, on n'a jamais eu d'interdiction du chanvre. Aux États-Unis, il aura fallu attendre 2018. Et c'est ça qui a en fait créé là-bas tous les produits qu'on voit aujourd'hui dans les magasins, dans les CBD shops, qui a créé ce marché qu'on a appelé a posteriori le marché du CBD bien-être, du cannabis bien-être, du chanvre bien-être, enfin, avec toutes les appellations. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, donc, tous les produits qu'on retrouve dans les magasins ont un statut réglementaire particulier. Je fais un zoom sur la France, mais donc le CBD, la molécule en tant que telle, est légale en France. Et après, chaque typologie de produit a sa particularité. Réglementairement parlant, un cosmétique n'est pas basé, en tout cas réglementairement, le cosmétique en fait s'adresse et est géré par une entité européenne, alors que les liquides
sont gérés plutôt par tout ce qui est liquide, déjà nicotine et sans CBD, que les fleurs, on ne sait pas comment elles sont gérées, et que les huiles, on ne sait pas non plus comment elles sont gérées, mais elles ont chacune en fait leur typologie et leur réglementation. Ce qui fait que ça amène beaucoup d'opacité, on l'a entendu sur la conférence précédente, et le problème pour les shops. Donc, dans les différentes typologies de produits, Charlotte l'a abordé un petit peu tout à l'heure, donc on a l'huile CBD, qu'on connaît tous, donc qui est une huile sublinguale, qui va venir se mettre donc, sous la langue goutte à goutte, et c'est là où la problématique du dosage avec une huile est assez importante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction du taux, mesurer le nombre de milligrammes de CBD qu'on a dans chaque goutte, et du coup, expérimenter le dosage jusqu'à obtenir le dosage minimum escompté. L'intérêt d'une huile CBD, c'est que l'effet il est assez rapide. L'effet vient entre 20 et 30 minutes en laissant le CBD, enfin les gouttes d'huile CBD sous la langue pendant 1 minute. Ça va venir passer dans les capillaires, dans les vaisseaux sanguins, et avoir une action entre 20 et 30 minutes. Donc ça, c'est pour une action rapide, avec une discrétion. Enfin, c'est pas très voyant de prendre de l'huile pour les gens qui voudraient un peu cacher leur conso. On va avoir des capsules aussi. Ça, c'est de l'huile CBD qui est en capsule, qui est dans une capsule qu'on avale. L'intérêt d'une capsule, c'est au contraire, c'est pas d'avoir un effet semi-rapide, c'est d'avoir un effet long et une diffusion très lente. Donc, par exemple, pour les gens qui ont des problématiques de réveil intempestif la nuit, ils peuvent prendre une capsule avant de s'endormir. C'est pas ça qui va les faire s'endormir, mais par contre, ça va potentiellement les empêcher de se réveiller pendant la nuit. Parce que la capsule va mettre le temps d'être digérée, va se dégrader. Et du coup, le CBD va mettre plus longtemps à agir et agir sur le long terme. Ça, c'est des choses, normalement, tu le disais tout à l'heure, mais quand un médecin devrait être capable de l'expliquer, un CBD shop aussi. Toute l'ambiguïté du marché aujourd'hui, c'est que le marché du bien-être est un marché médicinal, voire pharmaceutique déguisé, et que beaucoup de gens vont dans les CBD shops et s'adressent aux vendeurs et demandent des conseils médicaux que le vendeur n'a pas le droit de donner, même si tout le monde sait que l'huile a des effets comme ça. On y reviendra après. Après, on a tout le côté alimentaire à base de CBD. C'est pas du tout plus efficace pour profiter des vertus du cannabidiol. Quand je dis alimentaire au CBD, le gâteau de chanvre n'en fait pas partie, parce que là on va plutôt le gâteau de chanvre fait à partir de la farine et des graines du coup décortiquées. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de CBD à l'intérieur, mais les produits, par exemple les infusions, donc là, l'a dit Charlotte aussi, le CBD hydrophobe, donc il va falloir rajouter une matière grasse pour vraiment venir capter le CBD des fleurs de chanvre qui sont dans l'infusion et venir les ingérer ensuite, avec énormément de pertes entre le contenu du CBD dans la fleur et le contenu du CBD dans l'infusion avec le corps gras. Donc c'est très bien comme infusion, ça rajoute du goût et ça peut aider certaines personnes à mieux s'endormir, comme le fait la verveine ou le tilleul, mais on est vraiment sur un degré d'efficacité assez faible, et sur tout l'alimentaire, même les bonbons au CBD. Alors, quand il y a 30 mg de CBD dans un bonbon, on est sur une dose un peu forte. Il va mettre du temps, il va se dégrader dans la digestion, c'est pas là où on va avoir le plus d'efficacité. Je vais passer sur les fleurs aussi, donc les fleurs CBD, qui sont des fleurs à fumer, principalement, et qui est à peu près le moyen le plus terrible de consommer du CBD si on veut vraiment profiter des vertus du cannabidiol. Tout simplement parce qu'on le fume déjà, c'est déjà mauvais pour la santé, pour les poumons, et en plus la flamme vient écraser 80% des cannabinoïdes qui sont inclus à l'intérieur de la fleur. Donc si on achète une fleur à 12%, en fait il va rester que 3 ou 4% dans ce qu'on fume, et du coup on va profiter très peu. Par contre, ça peut avoir un intérêt pour les gens qui veulent se délester du cannabis THC et passer à une consommation pour toutes les raisons qui les regardent. Aujourd'hui, la majorité des gens qui fument du CBD, c'est plutôt dans ce cas de figure-là, qui sont passés du THC au CBD, puis au HHC, et voilà, ça c'est le problème. Donc les fleurs, qui est le gros du marché aujourd'hui en France, qui sont légales, alors Mathieu va dire non, mais qui sont en tout cas, dont l'utilisation a été clarifiée fin décembre 2021, donc il y a eu 3-4 ans à peu près où l'État français a voulu les interdire, a cherché à tout prix à interdire leur commercialisation. Ils ont enfin perdu, plus ou moins en 3 ou 4 ans après, donc ça met du temps. Et qu'est-ce que je veux dire après? Je ne sais plus. Et on a aussi donc, tous les cosmétiques à base de CBD, où là on va plutôt aller, donc comme a dit Charlotte, même la peau est chargée en récepteurs cannabinoïdes, donc on va aller chercher une utilisation très locale pour le coup.
bonjour. Une utilisation très locale où, par exemple, on va aller sur les courbatures après le sport, sur les articulations qui sont un peu douloureuses, quand il y a de l'inflammation en fait sous la peau au niveau des articulations. Le CBD va agir avec ses propriétés anti-inflammatoires, passer les barrières de la peau et agir. Donc, tous ces produits existent en magasin et c'est pas que du marketing. C'est pas qu'ils veulent à tout prix vous faire consommer du CBD, c'est que chaque typologie de produit a vraiment une utilisation. Réglementairement parlant, donc je l'ai dit, les fleurs, c'est plutôt OK. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de contrôles qualité de la DGCCRF, donc la répression des fraudes, sur les huiles sublinguales, où donc, les huiles vont globalement de 5% à 40% en dosage. Ils essayent d'évacuer du marché les huiles les plus dosées, donc celles qui sont aussi les plus vendues, parce que les plus efficaces. En fait, quand une personne a trouvé son dosage minimum effectif, au lieu de prendre 60 gouttes de 5%, elle va prendre 15 gouttes de 20% ou 7 gouttes de 40%. Et plus les huiles sont dosées, moins elles sont chères au milligramme de CBD inclus. Donc en fait, le consommateur a intérêt à aller plutôt acheter des huiles fortes, même si c'est pour prendre juste une goutte ou deux gouttes, parce que cette petite dose lui fait déjà effet. Donc sur les huiles, les shops le voient en ce moment, il y a un peu des contrôles, des choses comme ça. Et sur l'alimentaire à base de CBD, voire avec un tout petit peu des doses légales de THC à l'intérieur, c'est aussi assez compliqué aujourd'hui de vendre ça. Alors il y a beaucoup des bonbons, des boissons, des choses comme ça qui sont dosées avec un petit peu en full spectrum, avec un peu de THC. Et on voit aujourd'hui des contrôles sur ça, ce qui est a priori normal. Et en même temps, comme on l'a dit, il n'y a pas de catégorie pour aucun des produits CBD. Donc ces produits existent, sont légaux, ce n'est pas des stupéfiants, mais il n'y a pas de catégorie appropriée qui peut les sortir de l'alimentaire et avoir un cadre qui puisse encadrer ces produits parce qu'ils sont efficaces. Ils déclenchent pour le coup des réels effets, mais avec des précautions d'emploi qui sont pas pour les mineurs, pas pour les femmes enceintes, pas avant de conduire. On rentre vraiment quasiment sur des détails d'une légalisation du cannabis avec ce genre de produits qui sont des produits CBD. Réglementairement, on a aussi beaucoup de mésinformations aujourd'hui sur le CBD et notamment sur la conduite. Ça, c'était un point qu'on voulait mettre en avant. Donc moi, je vois passer énormément de titres de presse qui dit que CBD ou conduire, il faut choisir. Ce qui est faux. Le CBD étant une molécule, le CBD n'est pas dépisté dans les tests routiers et ne vous fera jamais échouer un test salivaire ou sanguin ou un test antidrogue en entreprise. Ce qui est dépisté, c'est le THC. Et c'est là l'amalgame en fait que font les médias généralistes. C'est que pour eux, le CBD, c'est tous les produits CBD. Mais prendre une huile CBD qui est dépourvue de THC ne vous fera pas rendre positif à un test routier. Ce qui vous fera rendre positif, c'est fumer des fleurs de CBD, parce qu'il y a une petite dose de THC à l'intérieur, ou boire un flacon d'huile full spectrum avant de prendre la route. Mais bon, le cas d'usage est assez rare. Donc en fait, on peut tout à fait prendre du CBD et conduire. Par contre, c'est vrai que si les produits à base de CBD contiennent une petite dose de THC, ça peut faire échouer un test. Et là, effectivement, il faut faire attention, parce que dans la grande campagne contre la drogue de Gérald Darmanin, un de ses angles d'attaque, c'est de dépister tous les gens qui sont au volant. Il va forcément prendre des gens qui sont positifs, il va déclencher des perquisitions chez les gens, trouver 3 plantes, et se féliciter le lendemain d'avoir démonté un dangereux gang et d'avoir empêché un drogué de prendre la route, alors qu'en fait, il avait juste fumé un joint le week-end d'avant et qu'il n'était pas sous l'effet. Peut-être apporter une précision sur les différents types d'huiles. Tu viens de parler des huiles full spectrum. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une huile full spectrum. Et du coup, parler des différents types d'huiles qu'on peut acheter dans le commerce. Et par conséquent, les huiles full spectrum qui, tu vas le dire, contiennent un peu de THC, peuvent potentiellement positiver si vous vous amusez à boire tout le flacon juste avant de conduire un test de dépistage. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a grosso modo 3 types d'huile CBD. Alors déjà, qu'est-ce qu'une huile CBD? C'est une huile support, donc il y a de l'huile d'olive, de l'huile de chanvre, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol, dans laquelle on va venir ajouter des cannabinoïdes qui ne sont pas présents dans l'huile de base. Et pour ajouter des cannabinoïdes, on a 3 solutions. On prend soit un extrait très purifié, qu'on appelle un isolat, qui est pur à 99%, et qui ne contient que du CBD. Donc ces huiles-là
ne vous feront jamais échouer un test parce qu'il n'y a pas autre chose du CBD. On considère généralement qu'elles sont moins efficaces que les deux autres dont je vais vous parler, parce qu'elles ne contiennent que du CBD, et dans les huiles avec un ratio de différents cannabinoïdes, il y a toute une interaction entre les différentes molécules qui viennent renforcer l'effet du CBD. Donc soit un extrait très purifié, soit un extrait purifié sans THC, donc on enlève la molécule psychotrope et potentiellement dangereuse pour le permis de conduire, qu'on appelle un extrait à spectre large, et ensuite un extrait à spectre complet, où là on prend vraiment tout ce qu'il y a dans la plante et on l'intègre dans l'huile support. Et dans cette huile à full spectrum, ou à spectre complet, on a une petite dose de THC qui ne doit pas dépasser les 0,3%, et c'est là en fait tout la contradiction, c'est qu'on a des produits qui sont légaux à moins de 0,3%, mais qu'ensuite la consommation, en ayant consommé la conduite en ayant consommé des produits légaux, n'est plus légale. Donc s'il y a vraiment les huiles à spectre large, donc sans THC, souvent, les gens que je connais en tout cas, c'est des gens qui sont routiers, qui les prennent, qui sont policiers, qui sont militaires, qui sont sportifs et qui n'ont pas le droit à du THC dans leur système sanguin. Donc ils rognent un petit peu sur l'efficacité de l'huile, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et pourquoi l'huile avec un petit peu de THC serait plus efficace, l'est en tout cas pour certains, c'est que le THC en fait va venir potentialiser l'effet des autres cannabinoïdes, dont le cannabidiol. Ça c'est basé sur des études, c'est pas moi qui le dis. Et du coup rend plus efficace le CBD avec une dose équivalente entre CBD plus THC et CBD sans THC. Grosso modo, voilà. Donc en France, on a aujourd'hui en fait je ne sais pas si les chiffres ont été donnés sur la conférence précédente, mais un marché qui est à peu près à 200-300 millions d'euros. Il y a des fourchettes qui disent 1 milliard, je doute un petit peu, mais on est plutôt raisonnablement sur 200-300 millions, beaucoup sur de la fleur. Et sur toujours cet amalgame avec on n'a pas le droit de faire des allégations de santé sur ces produits, et pourtant c'est des produits, donc on appelle ça bien-être, parce qu'on ne peut pas dire que c'est médical, mais des produits qui ont une utilisation bien-être, voire un petit peu plus. Ce qu'on voit après en Europe, c'est que globalement, tous les pays européens, le CBD est arrivé dans tous les pays européens, d'ailleurs en Europe il est parti de la Suisse, à la base, parce qu'il pouvait faire du chanvre à 1%, et à partir de ce chanvre, il faisait plus d'huile CBD que les autres, mais c'est parti de la Suisse, c'est arrivé dans tous les pays européens. Ce qu'on voit aussi, c'est l'arrivée des néocannabinoïdes. Donc c'est des cannabinoïdes de synthèse qui viennent remplacer les produits CBD dans les magasins, avec des effets psychotropes. Et c'est là où on voit une espèce de migration des consommateurs, de certains en tout cas, qui étaient consommateurs de THC, qui sont passés ensuite sur du CBD parce qu'ils disent au moins c'est légal et puis ça me permet d'arrêter, qui ont été notamment beaucoup déçus par la qualité, par le manque de CBD à l'intérieur, l'intérêt s'est tari. Et quand ces nouvelles molécules synthétiques sont arrivées, donc le plus connu c'est le HHC qui a été interdit, mais il y en a 10 autres maintenant, en fait sont retournés dans les shops pour acheter une molécule psychotrope légale. Et en fait, donc, ils sont passés du psychotrope illégal au CBD qui n'est pas psychotrope, et en fait, l'effet leur manquait. Ils sont repartis sur du HHC parce qu'ils pouvaient enfin avoir quelque chose qui les défonçait et qui était légal. Et qui n'apparaît pas normalement, mais ça on ne sait pas trop sur les tests routiers. Et ça, ce déferlement des cannabinoïdes synthétiques, on le voit partout en Europe. On le voit aux États-Unis aussi, et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, donc vous savez peut-être, il y a quantité d'États, je crois qu'on a 24 maintenant, 24 États américains qui ont légalisé le cannabis, et ces cannabinoïdes synthétiques arrivent dans des États qui n'ont pas légalisé le cannabis, et offrent une solution psychotrope aux gens et légale. Et ce qu'on voit en fait en Europe, c'est exactement la même chose, c'est que il y a un pays européen qui a légalisé pour l'instant, c'est Malte. Luxembourg aussi a légalisé l'autoculture, mais c'est tout petit. Et en fait, les psychotropes, les cannabinoïdes synthétiques arrivent en Europe parce que le cannabis n'est pas légalisé. Et ça, ce sera peut-être l'ouverture, c'est que le marché du CBD bien-être est arrivé parce que le CBD a des possibilités pharmaceutiques. Il s'est développé sur un marché qui était ouvert et qui était possible avec des taux très bas en THC. La dérive qu'on voit aujourd'hui, c'est que
les consommateurs en tout cas ont envie. Et après on a des grosses machines qui sont utilisées notamment dans le milieu de la parfumerie, en tout cas les gens le connaissent beaucoup pour ça, qui est des machines à extraction CO2 supercritiques. Donc au lieu de mettre de l'alcool, on va mettre du CO2 à l'intérieur avec de la pression, de la température et venir extraire. Alors on peut extraire très finement les cannabinoïdes, on peut choisir le cannabinoïde à extraire, ça va être du CBD, du CBG, voir les terpènes, donc les molécules aromatiques, et reconstruire derrière, construire en tout cas l'huile CBD à partir de l'extrait de cette machine inclus dans l'huile support. Il n'y a pas forcément de meilleure méthode que l'autre. Alors, les gens qui ont des méthodes avant vous diront le contraire. Mais l'éthanol, ça permet d'aller très vite. Le CO2, ça permet d'être très fin dans la sélection. En général, quand c'est bien fait, il n'y a pas de résidu de solvant derrière. L'éthanol va s'évaporer, le CO2 aussi. Quand c'est mal fait, quand il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'extraction. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être extrait au butane, ça peut être extrait avec des gaz qui sont un peu plus nocifs, et avec des résidus de pesticides, pesticides surtout de métaux lourds, après l'extraction, qui sont aujourd'hui pas du tout mesurés avant que l'huile aille sur le marché. Et pour le coup, comme ces produits sont utilisés très souvent à voie bien-être plus, c'est un souci pour les gens qui sont malades et qui cherchent en tout cas aller mieux, d'avoir des produits qui sont potentiellement dangereux avec des pesticides et des métaux lourds. Et ça, c'est l'absence de régulation et de traçabilité qui cause ça. Le CBD par rapport au sommeil, j'aurais tendance à dire si les troubles du sommeil sont liés à une anxiété, donc si vraiment vous avez des difficultés d'endormissement parce que vous cogitez trop, parce qu'il y a une anxiété qui est sous-jacente, on va vraiment avoir un impact sur le sommeil. Après, le côté sédatif du CBD, inducteur de sommeil, il n'est pas vraiment démontré. On en a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup, c'est quelque chose qui revient souvent. Les études ne vont pas forcément dans ce sens-là, sur une sédation qui entraînerait le sommeil. Voilà. Par contre, côté anxiolytique, ça, oui, sans problème. Et je rajouterais juste sur le sommeil, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quasiment un effet secondaire du CBD. En fait, quand on prend une trop grosse dose, voilà. Le CBD à petite dose, il est plutôt énergétique, et à grosse dose, il va plutôt favoriser la somnolence. Mais souvent, la somnolence est associée à un des effets secondaires du CBD, donc on en a trop pris, et du coup, on est un peu fatigué, quoi. Sur les stands, là. Là-bas, juré. Oui, vous pouvez aussi en trouver en pharmacie. Après, voilà, en pharmacie, l'intérêt, je veux dire, vous pouvez en trouver en France des produits à base de CBD. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est bien choisir son produit, comme Aurélien l'a abordé, les différents types d'huile, savoir d'où ça vient, quels sont les types de fleurs utilisés, la production. Et pour ça, il faut se renseigner, il faut parler avec les producteurs. C'est toujours mieux d'utiliser des produits qui sont issus de l'agriculture locale, l'agriculture biologique, favoriser aussi le circuit français, parce qu'on a beaucoup plus de sécurité dans un produit qui est produit en France que dans un produit qui va être produit en Europe, à l'étranger. Bon, après voilà, il faut savoir poser les bonnes questions et avoir un bon sourcing dans ces produits-là. Alors oui, on en fabrique. Alors là, moi, je ne suis pas forcément au courant de tout. Si certains sont très spécifiés là-dedans. Moi non plus, mais sur les stands, vous verrez, il y en a un peu partout. Voilà. Après, la Nouvelle-Aquitaine est quand même une région qui favorise largement la culture de chanvre à vocation cannabinoïde. Et du coup, il y a des très bons producteurs et des très bons acteurs dans cette région. En tout cas, la région les soutient et les supporte. Alors, c'est très intéressant comme question et ça peut être un peu complexe, mais je vais essayer de ne pas le faire trop complexe. Donc le CBD, on le trouve dans le chanvre. Le chanvre, c'est du cannabis, mais qui contient très peu de THC. Et en France, donc on a des variétés de chanvre autorisées à la culture, qui sont le résultat de la sélection naturelle, voire de la sélection agrochimique de l'INRA ou de... et ça peut être, comme vous avez dit, sélectionné en laboratoire, mais en fait, de manière très factuelle, il y a eu aussi un travail par les paysans de regarder, alors à l'époque, de regarder quelle variété était plutôt, faisait beaucoup de tiges, quelle variété faisait beaucoup de fleurs, et du coup sélectionner les variétés comme ça,
Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on peut arriver à faire des analyses et aller voir si une plante produit beaucoup de CBD ou pas, du coup de la conserver, essayer de la perpétuer et de ne conserver que des variétés qui produisent énormément de CBD. Ce n'est pas des variétés qui sont OGM, c'est juste de la sélection génétique comme on en fait avec les pommiers ou avec les fraises, où on a sélectionné un pommier qui produit beaucoup, un pommier qui fait des pommes rouges, on les a pollinisés, et du coup ça fait un pommier qui fait beaucoup de pommes rouges. Et au final, sur la sélection des variétés CBD, c'est souvent ça. Secret de Polichinelle, les fleurs qui sont vendues dans les magasins ne sont pas forcément issues de variétés autorisées, ce qui n'est pas très grave comme ça, c'est juste qu'en fait la plante ne fait pas partie de ce catalogue qui normalement doit être respecté. Ça permet aux producteurs d'avoir des variétés qui produisent beaucoup de fleurs et beaucoup de CBD, beaucoup plus que les variétés qui sont normalement uniquement autorisées. Voilà. Mais c'est de la sélection soit manuelle, soit le végétal, quoi. Alors ça, il va falloir le demander à l'Académie de médecine. Voilà, donc en fait, au niveau de l'utilisation, alors là on parle vraiment, quand j'évoquais les différentes pathologies, notamment l'épilepsie pharmacorésistante, et en fait toutes les pathologies qui rentrent dans l'expérimentation thérapeutique, ce sont des pathologies pour lesquelles on n'a pas eu de réponse avec les traitements actuels. Vu que le cannabis à usage médical est encore, on va dire, victime de toute son histoire, de toutes les privations qu'il y a pu y avoir au niveau de l'utilisation des molécules, le THC et par conséquent le CBD, tout ce qu'on va retrouver dans la plante de cannabis, et bien automatiquement au niveau de l'utilisation médicale, et bien ça va prendre du temps aussi. On a peu de professionnels de santé à l'heure actuelle qui sont vraiment formés à ces problématiques-là. On en parle peu dans les médias d'un point de vue médical et on en parle toujours d'un point de vue polémique avec est-ce qu'on légalise ou pas le THC, alors qu'on parle souvent sur des plateaux de télé, si vous essayez de suivre un peu le fil, on a toujours cette bifurcation qui part sur la légalisation du THC alors qu'on est en train de parler par exemple de traitements et de médicaments. Donc tout ça c'est un petit peu noyé et à mon sens l'utilisation médicale du cannabis, donc avec le THC, avec le CBD, elle va automatiquement être faite à l'heure actuelle en dernière intention. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est pertinente parce qu'on perd du temps. Alors, on peut perdre du temps et d'une certaine manière aussi, on se protège entre guillemets parce que les recherches en fait actuelles sur certaines pathologies, elles ont été tellement longtemps mises de côté qu'on n'a pas encore énormément d'études déjà sur toutes les pathologies qui peuvent exister. Donc sur celles pour lesquelles on a vraiment référencé une action démontrée par des études scientifiques, randomisées, etc., on a pu, et on est en train de le faire, l'appliquer dans un protocole expérimental. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la compréhension de l'utilisation des cannabinoïdes, elle est extrêmement complexe parce que le cannabis, quand vous l'utilisez, en tout cas le CBD, le THC, comme j'ai dit tout à l'heure, on va agir sur ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. Et ce système, il est omniprésent dans notre corps. On a un récepteur CB1 qui va être situé au niveau cérébral, mais on va également le retrouver au niveau cardiaque. Et donc, c'est tellement compliqué de comprendre comment fonctionne ce système endocannabinoïde que lorsqu'on va donner une molécule, donc je ne sais pas, du CBD, pour traiter une pathologie en particulier, eh ben, on sait qu'il va y avoir pléthore d'effets potentiellement à différents endroits. Et pour l'instant, la recherche, elle continue on continue la recherche, mais on n'a pas non plus toutes les réponses à toutes les questions. Donc c'est en France et aussi dans le monde, parce que c'est un sujet, le système endocannabinoïde est tellement complexe que même si aux États-Unis, ils sont extrêmement avancés par rapport à nous, ou au Canada, ou en Suisse, etc., leur utilisation, alors nous évidemment en France on est toujours un petit peu à la traîne, on a une institution très complexe, très hiérarchisée, ce qui fait aussi la sécurité de l'emploi de nos médicaments. En France on a vraiment une réglementation, en tout cas je parle des médicaments qui est tellement structurée, on a très peu de médicaments
qu'on a très peu, comment dire, de contrefaçon en France. Mais pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de protocoles. Alors c'est fastidieux, mais d'un autre côté, ça assure quand même la sécurité des patients dans l'utilisation des médicaments. Et donc il a aussi fallu en France trouver des circuits de production des médicaments, etc. Et c'est pourquoi on a mis en place cette expérimentation depuis 2021 et qui, à mon sens, là a déjà donné beaucoup de résultats très positifs. Donc à terme, évidemment, ça va s'exploiter, ça va s'exporter et on va avoir sûrement de plus en plus d'argent qui va être alloué à la recherche dans les cannabinoïdes et à la compréhension de leur action dans divers systèmes. Encore une fois, on ne parle pas, et je pense qu'on est, en tout cas je parle pour moi, à trop petite échelle, pour avoir aussi conscience des enjeux économiques et politiques de développer des médicaments à base de chanvre et de cannabinoïdes, enfin pas de chanvre, à base de cannabinoïdes. Tout ça aussi c'est de l'ordre de l'industrie pharmaceutique, et faire pousser aussi une plante, parce que là on parle de cannabinoïdes potentiellement synthétiques, pour pouvoir avoir une exploitation à grande échelle pour produire des médicaments, parce qu'il y a quand même une problématique de production, de sécurisation. On ne peut pas créer un médicament et en avoir un autre pas tout à fait pareil, etc. Donc il y a tout ça aussi. Je sais qu'en Israël, par exemple, ils ont commencé à développer quelque chose de très intéressant. C'est vraiment de la médecine extrêmement ciblée, c'est-à-dire qu'ils vont faire pousser des plantes de cannabis avec des propriétés particulières, des variétés de cannabis particulières pour un patient en particulier, parce que cette variété-là va contenir tant de pourcentage de THC, tant de pourcentage de CBD, de CBN, de tout ce que vous voulez. Et donc là, on va vraiment être sur une médecine ultra précise, mais encore une fois, on est en train de faire pousser une plante. Donc faire pousser une plante, ça a plein de contraintes que de la produire chimiquement la molécule. Donc voilà, ça va arriver, mais on est sur la bonne voie quand même. Et ce qu'on voit à l'international, en Israël notamment, donc eux ont beaucoup d'avance sur le cannabis médical, c'est les pionniers dans la recherche, ont commencé dans les années 50. C'est qu'aujourd'hui, le cannabis n'est plus prescrit en dernier ressort. Et c'est une évolution globale à l'international, c'est qu'au début, c'est ceinture bretelle, et puis au fur et à mesure de l'utilisation, et puis on voit qu'en fait ça marche bien, que c'est facile, etc. En dernière ligne, ça avance au fur et à mesure. Donc ça mettra encore 250 ans en France, mais ça arrivera. On est toujours sur ce point-là. Mais on est en train de pagayer, ça va arriver, mais on est toujours sur ce point-là, puisqu'on est toujours déjà dans l'expérimentation thérapeutique, et on va toujours recommander le cannabis à usage médical en dernière intention dans l'épilepsie pharmacorésistante, sclérose en plaques, en association avec les médicaments qui sont déjà présents, pour lesquels on a un recul aussi qui est bien plus important que pour le CBD ou le THC, même si on se rend compte que pour certaines, il faudrait le prendre beaucoup plus tôt, bien sûr. Avant tout, même avant toute chose, même en termes peut-être préventifs. Voilà, exactement. Ça peut être le mot de la fin, mais c'était mon ouverture sur la légalisation et pour contrôler finalement tout le marché et toute la complexité du marché. C'est vrai que l'exemple qu'on a en ce moment en Europe, c'est quand même l'Allemagne qui a voté la légalisation du cannabis, donc c'est pas du tout acté, il y a encore le Parlement qui doit... voilà, ils sont sur le travail sur les lois, mais on a ce grand pays à côté de nous, qu'on prend très souvent en exemple, et qui lui a décidé de légaliser le cannabis. Ils avaient déjà fait le médical il y a quelques années, et c'est intéressant pour le coup de voir le déploiement dans ce grand pays du cannabis médical. C'était très complexe, il n'y a que 4 entreprises qui ont le droit de cultiver, donc il se base beaucoup sur de l'importation. Enfin, voilà, ça donne beaucoup d'idées sur ce qu'on peut faire en France ou pas. En tout cas, pour les responsables politiques, c'est vraiment un modèle à regarder pour apprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ont décidé de légaliser le cannabis parce qu'ils en ont marre ils ont acté que la prohibition était un échec et que ça ne servait à rien. Donc ils ont encore un peu d'avance par rapport à la France. Ils vont le faire en 2 temps. Le premier temps, ça va être légaliser l'autoculture, donc le jardinage chez soi, et les cannabis clubs, donc c'est le jardinage en groupe avec dans un local la possibilité de se partager la récolte. Ils ne pourront pas consommer dans ce local, ce sera interdit, contrairement à ceux qu'on trouve en Espagne. Et puis dans un deuxième temps, ils veulent mettre de la vente au détail, pour les adultes bien sûr, avec des taux de THC réduits pour les jeunes de moins de 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, de 18 à 21 ans, parce que le cerveau est toujours en construction à cet âge-là, et du coup ils veulent quand même faire le maximum de prévention possible. Et donc on va avoir ça potentiellement qui va arriver dans pas très longtemps et qui va devenir
peut-être un modèle pour l'Europe. Ils se heurtent quand même beaucoup à la bureaucratie européenne, ils veulent respecter les règles européennes, les conventions internationales. Il y a la République tchèque à côté, quand l'Allemagne a décidé de légaliser, la République tchèque a dit nous aussi on va le faire, et puis on s'en fout de l'Europe, donc on va aller jusqu'au bout et puis on va voir ce que ça donne. Donc la prohibition française a encore de beaux jours devant elle, mais elle commence à vaciller, en tout cas les murs commencent à vaciller. Voilà, ça fissure. Alors, les douleurs neuropathiques périphériques, vous voulez dire? Alors, le cannabis est actuellement utilisé dans le cadre de l'expérimentation thérapeutique pour les douleurs neuropathiques périphériques. Alors, exactement la manière dont fonctionne le cannabis à usage médical dans les douleurs neuropathiques, je ne la connais pas, parce que je ne l'ai pas étudiée. Mais si elle est mise dans l'expérimentation, c'est qu'on a suffisamment de recherches faites dessus pour pouvoir pallier à des douleurs non gérées par des traitements classiques pour les douleurs neuropathiques. Alors exactement le mécanisme de fonctionnement, je ne saurais pas vous le dire actuellement hein, pour la douleur neuropathique. Mais le cannabis est utilisé, le cannabis à usage médical est utilisé dans ce sens-là. Alors, dans la maladie de Parkinson, à l'heure actuelle en France, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de médecin qui va vous prescrire de cannabis à usage médical pour la maladie de Parkinson. Par contre, c'est fait à l'étranger. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, on voit de nombreuses utilisations pour la maladie de Parkinson. Et l'utilisation du CBD dans la gestion des symptômes de la maladie de Parkinson et notamment les symptômes associés à cette maladie est très très prometteur, notamment pour ce qu'on appelle la neurodégénérescence, c'est-à-dire la mort des neurones impliqués dans la maladie de Parkinson, qui sont les neurones dopaminergiques. On sait que dans la maladie de Parkinson, on a une chute des taux de dopamine qui entraîne donc les problématiques de spasticité, les problématiques de tremblement. Et on s'est rendu compte à travers de nombreuses études que le CBD avait un potentiel de limitation de la neuroinflammation grâce à ses propriétés antioxydantes et également sur les troubles moteurs parce que tout le circuit en fait, de la maladie de Parkinson se situe dans ce qu'on appelle les noyaux gris centraux qui sont des structures neuronales dans le système nerveux central. Et en fait, dans ce système des noyaux gris centraux, on va retrouver des récepteurs, le système endocannabinoïde. Et en fait, c'est la base sur laquelle les cannabinoïdes vont agir. Donc on se rend compte dans tout le circuit qu'emprunte la maladie de Parkinson, entre guillemets, en tout cas tout le circuit qui est impliqué dans la maladie de Parkinson, on a des endroits où le cannabis peut agir et par conséquent on va avoir des retours très intéressants et on s'est aussi rendu compte dans les études que le cannabis, en tout cas le CBD, allait limiter ce qu'on appelle la dyskinésie induite par l'évodopa. Et la lévodopa, c'est un médicament utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Et on se rend compte que l'association des cannabinoïdes, du CBD, alors je parle du CBD, je ne parle pas du THC. On a également d'autres molécules comme le THCV, qui est une molécule, un cannabinoïde aussi très intéressant. Et bien, ces molécules-là vont permettre de répondre aux problématiques liées à la prise d'antiparkinsoniens, c'est-à-dire certains effets secondaires. Et en plus de ça, on sait que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est pluripathologique, qui va souvent associer de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Et en associant l'utilisation des antiparkinsoniens avec la prise de CBD, on se rend compte qu'on a vraiment une amélioration de la qualité de vie du patient. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et en plus de ça, on a des petites pistes qui donnent beaucoup d'espoir dans le traitement, on va dire, curatif et plus juste dans le traitement symptomatique, puisqu'à l'heure actuelle, tous les traitements qu'on a dans la maladie de Parkinson sont uniquement des traitements symptomatiques. On ne traite pas la maladie, on va traiter les symptômes de la maladie. Avec le CBD, on a, et encore je prends des grandes pincettes parce qu'on n'a pas d'essais cliniques à proprement dit réalisés en France, donc à grande échelle, etc. Mais on a des résultats d'études de recherche qui sont prometteurs. Et dans des maladies neurodégénératives pour lesquelles il n'y a à l'heure actuelle aucun traitement
curatif, et ben ça donne de l'espoir aux patients. Et l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Ça va permettre aussi de développer la recherche dans ce sens. Et on se rend compte aussi que le CBD pourrait potentiellement, et toujours à prendre avec des grandes pincettes et à exploiter dans les essais cliniques, améliorer ce qu'on appelle la neurogénèse. La neurogénèse, c'est quoi? C'est la création des nouveaux neurones. Donc il va stimuler la production d'un facteur qui va permettre, brain derivated factor, en gros ça va permettre de développer en fait cette molécule qui va agir sur la croissance neuronale. Et donc quand on sait qu'on est dans une maladie où les neurones meurent, et en créer des nouveaux, c'est quand même plutôt sympa. Donc, merci de nous avoir écoutés.